On a, c'est bon. Pour ça, avant qu'il soit là, ah bah si, voilà, Philippe arrive. Philippe est là. C'est J'ai parfait. compris. Parfait. Bonjour Philippe. Voilà. Voilà, bonjour Anne-Marie. Bon, alors, vous avez devant vous un bon nombre de consuls honoraires ou d'amis des consuls honoraires. Donc, d'abord, je voudrais remercier tout le monde pour leur participation à cette réunion. Face à la crise que nous traversons, nous avons souhaité, au niveau du bureau de l'UCHF, pouvoir entendre l'analyse d'un diplomate d'expérience, ne le prenez pas mal, Philippe, d'un diplomate qui connaît bien la région. Et on vous remercie, Monsieur Surmain, d'avoir accepté notre invitation. On vous connaît bien parce que vous avez été le premier ambassadeur de France en Lituanie, juste après dès septembre 1991, donc vraiment le tout premier. Mais à la suite de ça, vous avez été ambassadeur en Ukraine pendant cette période de Maïdan, qui a été extrêmement décisive dans l'histoire démocratique de l'Ukraine. Et puis avant et après, vous avez été à Téhéran, vous étiez à Moscou, en Hongrie, en Roumanie, en Israël. Donc, vous êtes un fin connaisseur des enjeux internationaux et de cette région. Et vous êtes également membre du conseil scientifique de la Fondation Robert Schuman, si je ne me trompe pas. Donc, nous allons vous laisser la parole pour connaître votre analyse. Vous avez en face de vous donc essentiellement des consuls honoraires et leurs amis, plus de 50 pays qui sont représentés à travers cette visio. Et puis après, si vous le voulez bien, on devrait être rejoint par Anna Lazareva, qui est une journaliste ukrainienne à Paris, en poste à Paris, et déjà là, Jean-Pierre Pasternak, qui est le vice-président de l'Union des Ukrainiens en France, ce qui permettra d'avoir un débat ensemble sur toute cette question-là. Merci, cher Philippe, d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. Bonsoir. Je constate qu'on se retrouve en famille. D'une part, parce que je suis très heureux de vous retrouver. Je vous remercie de m'avoir convié à cette réunion, sachant le rôle primordial et le sachant d'expérience que jouent les consuls honoraires surtout dans des périodes difficiles comme celles que nous connaissons en Ukraine. Je suis sûr qu'ils jouent là-bas leur rôle dans la mesure où on peut encore les joindre. Ça fait voilà déjà plus de 30 ans que nous nous connaissons et je suis très heureux de vous retrouver dans ces circonstances et ça me rappelle une période que nous avons vécue ensemble et je cite aussi Pierre Minuzio parce que le travail que vous aviez fait en amont était considérable et quand je suis arrivé, la France était déjà grâce à vous bien connue. Il y a une relation dans ma propre expérience entre la Lituanie et l'Ukraine, ça ne paraissait pas évident, mais je dois dire que quand j'ai quitté Vilnius et le président Brazauskas m'avait dit, vous savez, il faut examiner et suivre avec attention ce qui se passe en Ukraine parce que c'est l'avenir de l'Europe qui en dépend. Et je dois dire que cette remarque m'était restée gravée en mémoire et c'est pourquoi, en fin de carrière, je me suis porté candidat pour l'Ukraine, que j'avais déjà visité à plusieurs reprises à l'époque soviétique et je me doutais bien que c'était là, il suffisait de regarder la carte, un lieu névralgique. Et finalement de longue date si on considère l'histoire. En tout cas, ce qui se passe actuellement est évidemment tragique et je veux dire que il est très difficile de pouvoir procéder à une analyse de sang-froid parce que j'ai là-bas beaucoup d'amis
que je continue tant bien que mal à pouvoir rejoindre et je me doute bien de ce qu'ils vivent actuellement. Quelques-uns ont réussi à partir, mais c'est évidemment une tragédie qui affecte ce pays et qui nous touche tous parce que c'est vraiment l'équilibre européen qui est en jeu. L'offensive contre l'Ukraine est d'une telle violence qu'il est difficile d'en suivre l'actualité et je pense que vous êtes aussi bien placé que je le suis pour en suivre les dernières évolutions. Mais je crois qu'il faut revenir plus en arrière pour se rendre compte de ce qui est en jeu. D'une part, l'Ukraine est bel et bien une nation, et c'est bien ce qui dérange Poutine, qui en a fait son objectif principal parce qu'il y voit une menace concrète. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Déjà, on avait dit que sans l'Ukraine, la Russie ne saurait être un empire. Cette citation, en fait, vient d'un poète diplomate, je crois, Tchoutchev, au XIXe siècle, et c'est bien ce qui est en jeu aujourd'hui. Je crois que Poutine avait pour objectif final de prendre le contrôle à sa périphérie de cette partie majeure de ce qui fut l'Empire soviétique, puis auparavant l'Empire russe, car c'est pour lui un enjeu, mais il en a fait une telle fixation que finalement il risque fort de se trouver pris dans le piège qu'il a lui-même installé. Ce qui est en jeu, et c'est bien, il l'a répété à plusieurs reprises, finalement, il parlait assez franchement, c'est que il a déclaré à plusieurs reprises que les révolutions de couleur étaient le plus grand danger qui menaçait le pouvoir russe, et on l'a vu successivement en Géorgie, en Moldavie, et en Ukraine, mais en Ukraine, l'enjeu était encore beaucoup plus fort parce que l'ambition de ce pays était de construire une démocratie qui soit inspirée des principes européens et c'est au fond une querelle entre deux types de pouvoir, la verticale du pouvoir. La verticale du pouvoir telle que l'entend Poutine, qui estime que la Russie ne veut pas se construire sans un pouvoir extrêmement centralisé, et au contraire, une démocratie qui se construit sur le modèle européen. Il y a là, donc plus une guerre, j'allais dire, une confrontation idéologique qu'un conflit entre populations, d'autant que, au fond, comme me l'avait dit un Russe il y a déjà pas mal d'années, au fond, la Russie est un État, l'Ukraine est une nation qui se construit un État. Le gouvernement, le pouvoir russe, lui, n'est pas encore une nation, et d'autant plus que c'est un État dont il faut bien rappeler qu'il est déjà multinational. Donc là, il y a une confrontation existentielle, comme le dit lui-même Poutine, mais évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'on atteigne à des dérives d'une pareille violence. Que l'Ukraine soit une nation, c'est une évidence, mais tout dépend de ce que l'on entend par nation. Et l'Ukraine est une nation par les objectifs qu'elle s'est fixée, et comme je l'ai dit, fondée sur les valeurs européennes, et sa diversité même fait partie de son identité. On voit qu'elle est plurilingue, et en Ukraine,
tout le monde comprend le russe et en général le parle bien, et tout le monde comprend l'ukrainien et le parle de plus en plus. C'est un phénomène qui n'est pas isolé, qui n'est pas particulier à l'Ukraine. Dans l'Europe centrale, les gens sont souvent multilingues, mais là, c'est un fait. Et les sondages qui sont très bien faits en Ukraine montrent à quel point les russophones sont les plus déterminés dans cet affrontement contre le grand frère. Donc, mais que cette confrontation, on la voyait venir, mais j'avoue que je n'imaginais pas qu'elle prenne un tour d'une pareille violence. J'imaginais que le Kremlin essaierait d'étouffer lentement l'Ukraine de façon à peu en prendre le contrôle. Que cela se passe avec dans un pareil fracas, c'est évidemment quelque chose qui m'a surpris, mais plus que tout bouleversé. Les Russes, qui ne manquent pas d'humour, déjà avaient cette anecdote qui m'a été rapportée il y a une quinzaine d'années, où on voit un passant qui se fait renverser par une voiture qui immédiatement arrive la Skoria Pomoc, le SAMU, et au bout d'un moment, le blessé se réveille et dit « Où est-ce que vous m'emmenez ?» Et le chauffeur répond « À la morgue ». Mais il dit « Mais je ne suis pas mort ». Et le chauffeur répond « Oui, mais on n'est pas arrivé ». Alors, le chauffeur dans l'affaire, je me fais bien peur que ce soit Poutine. Donc, on est là devant un enjeu qui est considérable pour l'Ukraine et pour la Russie également, qui finalement, le Kremlin a réussi cet exploit à donner plus de vitalité encore à l'idée européenne en Ukraine. Mais là, c'était évident, mais dans l'Europe tout entière, qui maintenant voit que l'enjeu ukrainien est le sien. Et pour la Russie aussi, parce que c'est évidemment une crise qui sera difficile à absorber. Et pour en donner une image assez sinistre, c'est encore une blague russe qui pourrait, au lendemain de l'intervention dans les pays annexés, enfin, républiques autoproclamées et l'annexion de Crimée, c'est un couple de retraités qui vient d'apprendre que leur fils a été tué dans le Donbass, et la mère commence à se lamenter et le père répond tais-toi, nous n'avons jamais eu de fils. Voilà, et ça, je pense que cette anecdote a encore toute sa validité et elle va courir encore beaucoup. C'est évidemment je suis stupéfait aussi de voir la force de caractère dont font preuve les Ukrainiens. Et ça, c'est quand on téléphone, on leur téléphone, quand on leur parle, on voit une détermination, une force de caractère. L'endurance, on la leur connaissait, mais un courage pareil dans des situations semblables, c'était quelque chose que je pense le Kremlin n'avait pas pris en compte. Donc, on voit s'opposer deux personnages, Poutine, celui-là dont on l'a bien vu, mais aussi se révèle le président ukrainien. Au départ, on prenait pour un acteur et on pouvait juger cette élection assez étrange et surréaliste. Et il se montre non seulement à la hauteur de la situation, mais il fait une preuve d'une force de caractère et de courage qui galvanise toute la population qui se retrouve avec un leader qui se voit reconnaître par tous ceux, même par tous ses rivaux. Donc, ce n'est pas seulement la situation en Ukraine qui est catastrophique qui est en jeu, non seulement sa périphérie, et
Je pense aux Polonais qui ont fait preuve d'une hospitalité extraordinaire. Les Roumains, enfin tous les pays voisins accueillent par centaines de milliers des Ukrainiens qui arrivent, souvent des femmes et des enfants, parfois même isolés. Mais ce n'est pas seulement l'équilibre européen qui est en cause, mais c'est un enjeu à portée mondiale. Et on voit que l'après-guerre est une séquence qui s'achève et ce qui va suivre, pour faire court, c'est Yalta contre Helsinki. Mais cette crise concerne non seulement notre continent, mais c'est l'équilibre mondial, enfin si on peut parler, c'est l'ordre mondial, si on peut parler d'un ordre qui est remis en cause. Et on voit les États-Unis se voir rappeler que l'Europe, ça compte plus qu'il ne comptait, plus qu'il ne l'estimait. On voit la Chine qui maintenant intervient comme possible médiateur. C'est finalement la planète entière qui est concernée. Et si l'image de la Russie de Poutine, de la Russie de Poutine, parce que ça j'insiste bien, tous les Russes ne se reconnaissent pas en lui, c'est l'organisation du monde qui se retrouve mise en question. Le vote qui a eu lieu aux Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, ont montré le considérable discrédit du Kremlin, mais aussi révèle par les abstentions que tout le monde ne suit pas d'une seule masse l'indignation qu'expriment les Européens. On assiste là à une redistribution des cartes qui va sans doute aller très loin, non seulement sur le plan politique, mais on le voit aussi sur le plan économique. Et c'est maintenant le prix de la baguette qui se trouve en jeu. Donc, c'est de manière très, très hâtive et disons un peu superficielle que je vous confie mes impressions et surtout mon désarroi. Et peut-être que les questions que vous serez amenés à me poser m'aideront à m'y retrouver moi-même. Mais en tout cas, je vois que parmi les participants à cette réunion, il y en a quelques-uns comme Alla Lazareva, comme Pierre Pasternak, qui sont des gens qui connaissent de l'intérieur ce pays, qui se révèle qui fait irruption, si je puis dire, sur la scène internationale. Plusieurs de ses voisins en avaient compris depuis longtemps l'importance. En France, l'indépendance de l'Ukraine et de la Biélorussie avait été regardée un peu comme un accident de l'histoire. On voit que cela est en fait le résultat d'une réalité très profonde et très forte. Et je pense que c'est l'identité russe maintenant qui est elle-même en cause. On voit que même le patriarcat qui a suivi, comme à son accoutumé, le patriarcat de Moscou a suivi et soutenu la politique du Kremlin, mais il y a pas mal de dissidence en son sein. C'est une démonstration parmi d'autres des interrogations qui sont refoulées, mais profondes dans un pays où on est habitué au régime fort, mais qui a réussi à en survivre. Du moins, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Voilà. Merci, cher Philippe, pour ces
pistes de réflexion et votre analyse. J'en profite pour saluer Marie Silin, députée de Paris, qui nous rejoint et qui est arrivée juste après le début de votre intervention. Maintenant, on laisse la place aux questions. Ce que je vous propose, c'est soit de les faire passer dans le chat, soit de lever la main, et c'est Bertrand Thibert qui fera circuler la parole. J'ai reçu deux questions par mail. Elles sont dans le même sens. La première, c'est question, jusqu'où va-t-il aller? Et est-ce qu'il va aller jusqu'à l'utilisation de l'arme nucléaire? On parle de Poutine, bien sûr, ou au-delà des frontières de l'Ukraine. Quelles sont vos analyses, vos craintes par rapport à ça, monsieur l'ambassadeur? Pour commencer, je dois reconnaître honnêtement que je n'imaginais pas qu'il irait si loin. Comme je vous l'ai dit, je pensais qu'il avait les moyens d'étouffer lentement son frère siamois, qu'il en soit venu à de telles extrémités et déjà un dérapage mal contrôlé. Et au fond, beaucoup dépendra, et ça, Dieu sait si les interrogations fusent, sur ce qui se passe à l'intérieur de la citadelle du Kremlin et comment réagira l'opinion publique. Alors, on sous-estime cette opinion parce que elle fait le dos rond, mais ce n'est pas nouveau en Russie que les occidentalistes s'opposent aux slavophiles, que le pouvoir central et combien d'intellectuels depuis le 19e siècle et même au-delà en ont souffert. Donc, il y a une opposition sourde qui existe et la violence avec laquelle Poutine a maté son principal opposant Navalny, les assassinats qu'il a perpétrés montrent qu'il n'hésite pas sur les méthodes à suivre. Et le précédent tchétchène, évidemment, est plus qu'inquiétant. Mais donc, beaucoup dépendra de ce qui se passe dans cette Russie immense, dont le problème et la problématique est évidemment dominée par cette immensité qu'elle n'arrive pas à remplir et qui l'a conduit au cours de l'histoire à vouloir contrôler ses frontières, ses marches, et l'Ukraine étant la principale. Donc là, je ne sais pas jusqu'où il peut aller, mais jamais je n'aurais pu imaginer un dérapage pareil. Et on se doute déjà, et même quelques signes le montrent, que les militaires russes qui se trouvent sur place ne s'attendaient pas à être embarqués dans une aventure à laquelle ils n'étaient pas préparés. Et qu'elle piétine et qu'une résistance aussi opiniâtre freine l'armée et qu'on soit obligé de recourir à des unités Wagner de triste réputation et même, paraît-il, à des mercenaires syriens, montre que le désarroi doit certainement être profond au Kremlin. Mais le sanglier blessé est d'autant plus dangereux qu'il se sent vitalement menacé. Donc, j'avoue que je suis très, très perplexe sur la suite, mais en tout cas, cette cohésion qu'a manifestée de manière spectaculaire l'Europe, et on voit même les Allemands revenir sur une politique aussi qui était aussi, disons, complaisante, montre que l'ennemi qui s'est inventé, il l'a fait, et c'est certainement l'ennemi intérieur ou les rivalités internes auxquelles il aura à faire face. Mais combien de temps cette tragédie peut durer? Là, je suis franchement
bien mal placé pour le… Deux questions sur le chat. Une de Michael Grossman. La Moldavie semble être la prochaine cible la plus probable. Gouvernement pro-occidental, exerce un conflit gelé. Une attaque de la Moldavie pourrait-elle être préemptée par un stationnement des troupes de l'OTAN à la demande du gouvernement en place? Ça, c'est la Moldavie. La deuxième, c'est une question de Jean Bonnet, que vous connaissez par ailleurs. Au-delà des émotions, si le comportement de Poutine est ignoble, est-il stupide de penser que l'inexistence de longue date de l'UE, conjuguée aux aberrations de la politique étrangère des USA, ça on ressent bien notre Jean Bonnet préféré, ont créé les conditions qui ont permis à Poutine de nourrir sa rancœur vis-à-vis de l'Occident et de catalyser sa nostalgie? Donc, la Moldavie et puis la politique européenne et américaine. Pour la Moldavie, effectivement, c'est une cible. Surtout que c'était un pays qui, grâce au satrape qui le dirigeait, était sinon sous contrôle, au moins sous forte influence. Et voilà que la dernière élection a amené une femme au pouvoir qui se montre extrêmement déterminée. Et la Moldavie actuellement, d'ailleurs, fait preuve, malgré la faiblesse de ses revenus, fait preuve d'une hospitalité vis-à-vis des Ukrainiens qui affluent chez elle qui est tout à fait admirable. Mais effectivement, c'est une cible possible et la Transnistrie est un hameçon qui risque de provoquer une intervention russe plus conséquente. Mais là encore, beaucoup dépendra de ce qui se passe dans les cercles très fermés du pouvoir russe. Quant à la responsabilité des Américains, bon, mais effectivement, dans cette situation, sur le plan international, tout le monde n'est pas on peut se faire des reproches, et le fait que Obama ait refusé et se soit abstenu de nommer le président Assad après l'utilisation de ces armes chimiques a été évidemment un signal très, très fâcheux. La suppression de Kadhafi a été certainement aussi un bon prétexte pour Moscou pour se dire qu'il pouvait aussi utiliser des moyens qui n'étaient peut-être pas toujours très orthodoxes. Il ne s'agit pas de tout voir en blanc et noir, mais il est incontestable tout de même que si les Américains ont cru pouvoir laisser l'Europe aux Européens, là, ils ont fait preuve d'une perspicacité, ils ont démontré une capacité d'information qui était tout à fait étonnante, parce qu'ils avaient annoncé et même prévenu que les Russes se préparaient à une intervention massive. J'avoue que moi-même, j'étais dubitatif. Mais donc, je crois que les Américains se voient rappeler à leur responsabilité, et elles sont considérables parce que nous analysons les choses dans un cadre européen. Eux-mêmes ont affaire à l'Asie, et bien sûr la question chinoise est pour majeure, mais on oublie aussi l'Amérique latine qui est leur étranger proche. Et le fait que maintenant il y a des négociations qui soient engagées avec le Venezuela est quand même un signe qu'il y a un réexamen général de la politique américaine et de la politique des Européens. Donc, alors, il est évidemment commode de faire porter aux États-Unis plus de responsabilités qu'ils n'en ont. Je crois que le tort que nous avons eu, c'est de leur en attribuer trop et de pas toujours assumer les nôtres. Et je pense que les changements politiques en Allemagne sont particulièrement significatifs, sans oublier qu'en Scandinavie, on voit que vis-à-vis de l'OTAN, la Finlande et la Suède changent de pied. Et effectivement, bien des raisons de s'inquiéter sur l'avenir de la Baltique. Ouais.
Avant de prendre les questions de Mira Pollon et de Roselyne Bellepomme, un petit mot justement concernant la Baltique. On parle des menaces à venir, on a parlé de la Moldavie, on parlera sans doute de la Géorgie. La Baltique, c'est aussi l'île de Gotland qui est au cœur de la mer Baltique, qui est suédoise, donc qui est hors OTAN et qui est pourtant le verrou de cette mer Baltique. Et puis je pense aux archipels des Landes en Finlande, qui sont également le verrou du golfe de Botring et qui sont là aussi menacés parce que non adhérentes à l'OTAN. Est-ce que vous pensez que la situation va évoluer vite vis-à-vis de la Suède et de la Finlande par rapport à leur adhésion à l'OTAN? Vous savez, les dérapages mal contrôlés du Kremlin sont difficilement prévisibles. Mais effectivement, je pense que les Finlandais et les Suédois ont quelques bonnes raisons de se préoccuper des évolutions en cours. Mais j'ajouterais aussi qu'il y a Kaliningrad et que Kaliningrad est une base dont la russité, si je puis dire, est quelque peu douteuse, mais qui évidemment a toujours posé un problème, surtout à la Lituanie et à la Pologne, qui jusqu'à présent a été géré avec assez de finesse. Mais si jamais le pouvoir russe, je ne dis pas les Russes, mais le pouvoir russe estimait que ce fameux couloir de Suwałki, qui est de quelques kilomètres, les quelques kilomètres qui séparent Kaliningrad de la Biélorussie, maintenant littéralement annexée, était passé sous contrôle russe, évidemment, là, ça serait un changement pour toute l'Europe considérable et les pays baltes se retrouveraient coupés de l'Union européenne. Donc, il y a là potentiellement un sujet de préoccupation dont on espère qu'il ne se réveillera pas. Beaucoup de questions encore. Mira Pollon, pourquoi n'a-t-on pas admis la Russie dans l'OTAN? Je crois qu'on lui a proposé, que c'est elle qui n'a pas accepté, mais vous allez nous le confirmer. Et une question de Roselyne. N'a pas accepté, pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on a proposé à la Russie d'entrer dans l'OTAN? Oui, ça c'est une vieille polémique. Il y a eu un accord entre l'OTAN et la Russie, et donc je pense que au départ, et peut-être même Poutine estimait que devenir un partenaire de l'Europe par ce biais-là, était une politique à suivre, mais enfin ça n'a pas duré longtemps. Et moi, j'étais, même au début de mon séjour en Ukraine, j'étais persuadé que la maison commune de Gorbatchev avait peut-être quelques chances de succès. Et je me souviens que je m'étais exprimé publiquement là-dessus et que après quoi, j'ai reçu un bouquet de fleurs de l'ambassade de Russie. Alors, c'est pour dire que les idées n'étaient pas, la ligne n'était pas encore tout à fait arrêtée et était loin de se durcir comme on l'a vu plus tard, au moment de la révolution orange qui a été une catastrophe pour le Kremlin et bien entendu la révolution de la dignité qui a été ressentie comme une menace directe contre l'autorité russe. Autre question sur le chat, ne pensez-vous pas que Poutine cherche en fin de compte à se débarrasser de l'Ukraine, étant donné qu'il a enclavé ce pays, qu'il a entouré de dictature et que la seule frontière est européenne avec la Pologne? Alors, oui, qu'ils veulent se débarrasser de l'Ukraine, évidemment, c'est le mauvais exemple que beaucoup plus de Russes qu'on ne pense seraient tentés de suivre. Qu'il la détruise comme il le fait, je pense qu'il se met sur le dos un très grave problème parce que reconstruire Grozny qui avait été rasé
c'est une chose, et prendre le contrôle de la Tchétchénie aussi, mais prendre le contrôle d'un pays aussi vaste et, avec une population aussi nombreuse, c'est quelque chose que le Kremlin ne sera pas en mesure de réaliser. La reconstruction de l'Ukraine, c'est pas Moscou qui s'en chargera. On a déjà vu ces opérations, pardon, excusez-moi, ces opérations en Syrie qui étaient tout de même très indicatrices de cette manifestation de puissance et je pense que je pense que l'effondrement, enfin, je ne dis pas l'effondrement, mais l'occupation, s'ils y arrivent, de l'Ukraine conduira à la perte de la Russie. Ouais. Merci pour cette réponse. Question de Bertrand Thibert, consul du Monténégro émérite. Comment mesurez-vous la menace qui peut planer sur les Balkans, quelle que soit l'issue du conflit actuel? Pensez-vous qu'il accélérera l'intégration du Monténégro, pays le mieux placé et le plus vulnérable à la fois de par sa toute petite taille? Ah ben là, vous me posez une question à laquelle il est difficile de donner une réponse simple. C'est vrai que l'explosion de la Yougoslavie et puis les querelles internes qui ont miné les républiques et qui en sont issues sont évidemment un sujet de préoccupation. Que le Kremlin ait joué là-dessus, c'est sans doute le cas, mais si le danger de guerre civile n'est pas à écarter, c'est certainement pas une solution durable. Et je pense que ces pays ont déjà tellement souffert qu'il faut espérer que la raison prévaudra. Alors, je ne vois pas de questions sur le chat. Est-ce qu'il y a des doigts levés, Bertrand? Et sinon, je laisse la parole à Jean-Pierre Pasternak. Ah, de Robert Orwell à tout le monde. Poutine pourrait-il survivre à un échec de son invasion de l'Ukraine? C'est certainement, là, je crois qu'il creuse sa tombe. Alors, si j'étais cynique, je dirais qu'il y a une place qui l'attend dans le mausolée de Lénine, où Staline veut laisser une place. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais ça, c'est. Mais en même temps, je crois que la Russie n'a pas su jouer de ses atouts. Et paradoxalement, je me rappelle d'un article qu'avait publié, je crois, dans les Izvestia, mais il y a très longtemps, il y a de ça une vingtaine d'années, Medvedev, qui disait que le retour de la Russie sur la scène internationale lui imposait de restaurer ses infrastructures, de compter sur ses universités et sa recherche scientifique qui était très poussée, de réhabiliter son système de santé et de promouvoir un système éducatif qui soit plus efficace qu'il n'était. C'est la voie qu'a choisie la Chine, qui n'a pas choisi la démocratie pour autant, mais c'est donner les moyens de la puissance. Medvedev a beaucoup changé depuis, mais je crois que Poutine est dans un tunnel dont il ne voit pas l'issue. Qui peut en Russie mettre Poutine sur la touche? Quelles pourraient être les conséquences si des pays opposés à la Russie décident de supprimer Poutine? Donc, en gros, menaces internes ou menaces externes sur Poutine. Est-ce qu'il y a des menaces internes et des menaces externes sur Poutine? Qu'il y ait des menaces, on les suppose. C'est difficile de les analyser de manière très précise, mais vous avez un centre de recherche qui, j'espère, va continuer de fonctionner en Russie, qui s'appelle le Carnegie Center,
qui publie des analyses en russe et en anglais qui sont souvent très, très pertinentes, où on montre bien que le pouvoir russe joue un jeu dangereux. Et si tout le monde ne peut pas s'exprimer, et maintenant ne peut plus s'exprimer du tout pour exprimer pour manifester ses aspirations, je pense que c'est là le signe que la société russe est beaucoup plus instable qu'elle ne donne l'impression de l'extérieur. Alors, c'est vrai qu'après toutes les avanies qu'elle a traversées, parce que l'implosion de l'Union soviétique a été à la fois saluée par les intellectuels et levé beaucoup d'espoir, mais en même temps, la vie quotidienne des gens s'en est trouvée, qui était déjà pas très satisfaisante, s'en est trouvée bouleversée. Et c'est évidemment pour les générations les plus âgées, un souci de stabilité qui dicte leur conduite. Quant aux jeunes, là, c'est beaucoup plus difficile à savoir. En tout cas, on en voit beaucoup qui s'efforcent de partir. Et quand on sait à quel risque on court quand on vient manifester son opposition, il y a un nombre quand même important de gens et de jeunes qui se manifestent non seulement à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, mais dans les grandes villes et même ailleurs. Donc, l'inquiétude est profonde, et comme le niveau de vie est menacé, ça va effectivement détourner Poutine, qui n'a plus comme arme moins le nationalisme, le patriotisme, pardon, que le niveau de vie. Une question de Sabine Loridan qui rebondit sur votre analyse. Pour avoir beaucoup, qui est consul à Lille, pour avoir beaucoup travaillé avec la Russie ces 15 dernières années, j'ai pu noter l'émergence d'une classe sociale, entre guillemets, jeune ou moins jeune, voyageant à l'étranger, ayant un niveau de vie assez élevé. Cette classe sociale n'est-elle pas une des issues possibles à la, entre guillemets, destitution, même si le mot est mal choisi, précise-t-elle? Merci, Sabine. Mais très certainement, parce que les Russes sont beaucoup mieux informés qu'on ne le croit, même si les contrôles de la presse et des réseaux sociaux est assez poussé. Ils ont un génie de l'informatique qui leur permet d'être jusqu'à présent beaucoup mieux renseignés qu'on ne le pense. Alors, ça c'est un fait. Mais un grave autre sujet de distinction entre la Russie et l'Ukraine, et ça compte, c'est que c'est une population dont la démographie est négative, sur un territoire, comme je le disais, qui est immense, et les communications entre les villages, entre les villes se faisaient traditionnellement difficilement. Maintenant, avec Internet, dans la mesure où on peut encore l'utiliser, mais il y a certainement un état d'esprit très différent à Khabarovsk et dans l'ouest de la Russie. Et d'autre part, il y a des migrations internes auxquelles il faut prêter attention. Les Russes ont tendance à quitter les campagnes, à quitter les régions écartées et éloignées pour se diriger vers la Russie occidentale, ce qui ajoute un déséquilibre du pays qui est difficile à gérer. Et je pense que les Chinois doivent regarder ça avec attention. Alors, on a notre ami consul de Moldavie à Bordeaux qui revient sur la question de la Moldavie. Alors là, j'ai fait une fausse manœuvre. Je vais essayer de lire son message. Donc, Guy Pouget, qui est consul de Moldavie à Bordeaux. Pensez-vous que Poutine souhaite entériner définitivement son divorce de la Moldavie? Vous l'avez un peu évoqué avec la Transnistrie tout à l'heure. Oui, ben je pense que la Moldavie se sent très menacée. D'abord parce qu'il y a là-bas une élite tout à fait remarquable. En plus,
beaucoup de Moldaves ont eux aussi un passeport roumain. Ils se sentent déjà appartenir à l'Europe et c'est évidemment l'ancrage qu'ils souhaitent. Et la présence la survivance de cet îlot qu'est la Transnistrie n'est pas particulièrement attirant. Et c'est un îlot qui ne se maintient que par la force, mais certainement pas par la séduction. Une question de Carole Favard, mais vous avez commencé à y répondre suite à la question de Sabine. Peut-on imaginer que le clivage entre les jeunes citadins mieux informés et le reste de la population qui n'est informée que par un canal officiel, filtre, peut participer à un éclatement interne? Ah ben ça, je pense, bon, d'abord, c'est un phénomène auquel on assiste, pas seulement en Russie. Hein. Je ferai la même remarque pour l'Iran. Enfin, ce n'est pas là le sujet. Mais c'est un fait qu'il y a un conflit, un divorce entre les générations qui est certainement plus accentué là-bas qu'ailleurs. Pourtant, on sait bien que c'est un phénomène tout à fait général. Mais les populations, enfin les générations les plus âgées, elles, ont pour obsession la stabilité, parce qu'ils ont survécu à plusieurs tremblements de terre, si on peut dire, mais les jeunes qui n'ont pas la mémoire de cette période agitée et qui sont beaucoup mieux informés qu'on ne pense de ce qui se passe à l'extérieur, et ont évidemment une vision tout à fait autre, au point qu'on peut se demander s'il n'y a pas de Russie. Dernière question, parce qu'après je voudrais laisser la parole à Jean-Pierre Pasternak. Question de Michael Grossman. Quel scénario vous semble-t-il le plus probable pour sa destitution, des manifestations à Moscou trop importantes pour être réprimées, une révolution de palais ou de bunker, un putsch d'officiers de l'armée? Ça, c'est la question à 1000 francs et encore, pas en francs d'évaluer. 1000 euros, hein. Bon, oui. oui, non, mais c'est parce que ça, c'est très difficile à dire. D'ailleurs, ces diverses questions ne sont pas isolées les unes des autres. Bon, vous voyez les générations les plus jeunes de familles privilégiées ont des avis totalement différentes de celles de leurs parents. Alors ça joue même dans les classes moyennes, qui sont évidemment l'élément moteur de changement qu'on espère probable en Russie. Mais savoir alors au sein de l'armée, je pense que là aussi, certains doivent se poser des questions. Et je me souviens avoir entendu l'enregistrement d'un général russe qui a donné une longue interview, fait une longue déclaration télévisée, enfin passée sur les réseaux sociaux, qui était tout à fait étonnante. C'était l'un des interlocuteurs que les Occidentaux avaient à Bruxelles, à l'OTAN, et qui a dénoncé avec la plus grande énergie l'absurdité d'une politique aussi aveugle qui refuse tout contact avec l'extérieur, alors que lui, il estimait qu'un partenariat beaucoup plus efficace était possible. Donc là, il y avait une autre question, je crois. La grande question pour nous Français, c'est la possibilité d'un virage nucléaire en cas d'échec d'invasion. Ça, je pense que là, ça rejoint la question précédente où on se demande quelle scission il peut y avoir à l'intérieur d'une armée. Vous avez quand même des généraux de grande qualité, de solide formation et qui sont non seulement des tacticiens, mais aussi des stratèges
le stratège ne connaît d'ailleurs pas Poutine. Alors, jusqu'où suivront-ils les ordres qui leur sont donnés? Ça, j'avoue que déjà, cette offensive que le Kremlin envisageait comme foudroyante en Ukraine s'enlise, avec les pertes considérables, mais aussi du côté russe. Et je pense que le retour des corps aura un effet pire encore que ce qu'était celui des cercueils de zinc venus d'Afghanistan. Alors, avant de conclure, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la parole quelques minutes. On a souhaité inviter Jean-Pierre Pasternak, qui est le vice-président de l'Union des Ukrainiens en France, pour qu'il puisse s'adresser à nous, consuls, qu'il puisse nous adresser la parole du peuple ukrainien. Jean-Pierre, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as ton micro? Je t'ai vu. Oh, voilà, le micro est branché. Merci. Donc, bonsoir Philippe, bonsoir Anne-Marie, bonsoir à tous. Merci de votre invitation. Oui, la situation en Ukraine est catastrophique, hein, vous le voyez. J'ai visionné une vidéo hier avec le maire du 18e arrondissement, avec qui j'ai eu un entretien à sa demande. Il y a une grande aide en France, une grande solidarité, et pas seulement à Paris, mais dans toute la France. Et ensemble, on a visionné cette vidéo que le maire de Mariupol lui avait envoyée. Et il était catastrophé parce que vous avez entendu parler des soi-disant convois, ouverture pour pouvoir extraire les réfugiés, les familles, les civils hors de la ville. Donc, échec hier. Et donc, ils avaient préparé 50 bus pour transporter femmes, enfants. Tout le monde est entré dans ces bus. Et puis, ça a été stoppé. Donc, retour, donc démoralisation. Vous imaginez cet effet psychologique. Et entre-temps, ils bombardent la ville de Mariupol. Aujourd'hui, il ne reste plus que 20 bus sur les 50 disponibles au début. Voilà là, vraiment la situation. Donc, c'est le bombardement des civils, des quartiers résidentiels. Alors après, on peut se poser la question, pour revenir au débat, comment a-t-on fait pour en arriver là? Tchétchénie, Géorgie, Syrie, l'annexion de la Crimée, Donetsk, Luhansk, tout ça en sachant que la Russie est membre permanent de l'ONU, du Conseil de sécurité, l'ONU qui est là pour assurer la sécurité et la paix dans le monde. Ça n'ont pas arrangé les choses. Obama avec le retrait des troupes américaines de Syrie, Biden retrait des troupes d'Afghanistan, encore des signes de faiblesse de l'Occident. Et Poutine avance, la Russie avance avec l'invasion aujourd'hui de l'Ukraine. Où s'arrêtera Poutine et que fait-on pour l'arrêter? Voilà la grande question. Alors qu'aujourd'hui, vous le voyez tous, les Ukrainiens versent leur sang, les femmes avec leurs enfants, leurs larmes, mais également leur vie, puisque beaucoup de civils sont tués, les femmes sont violées. C'est une catastrophe en Ukraine, c'est une guerre sale. Toutes les guerres sont sales, mais là, ça touche vraiment les civils. C'est bien ça le problème. Donc, que fait-on aujourd'hui pour arrêter l'invasion russe de l'Ukraine? Voilà. Bon, merci. On a demandé la couverture du ciel. C'est vraiment la chose qui pourrait sauver aujourd'hui l'Ukraine. Les Ukrainiens sont prêts à se défendre, mais il faut une couverture du ciel, puisque pour pouvoir se défendre, éviter les bombardements sur les secteurs, sur les civils.
Après, plusieurs personnes commencent à l'annoncer, dont l'ancien président de la France, Hollande, c'est fermer le robinet du gaz et du pétrole. Bien sûr, nous en souffrirons. La France, pas trop. D'autres pays comme l'Allemagne, la Hongrie et d'autres pays européens, beaucoup plus. Mais de toute façon, on va souffrir. Et ceux qui en souffriront le plus, ce sont de toute façon, c'est la Fédération de Russie, puisque chaque euro versé pour du gaz ou du pétrole va pour soutenir financièrement, pour financer l'armée. Donc, financer l'armée, ça veut dire financer la mort d'Ukrainiens. Merci Jean-Pierre pour ton témoignage. Je pense que c'était important que les consuls puissent entendre la parole du peuple ukrainien. Je vous informe, et on pourra vous le diffuser, qu'à la fois la FECH, la Fédération européenne des unions de consuls honoraires, et la FICAC, la Fédération internationale, viennent de mettre une déclaration qu'elles remettent à leur pays. Donc, je pense que c'est important que tous les consuls présents et participants puissent l'avoir pour marquer leur solidarité et essayer d'influer à la fois avec des sanctions plus fortes et une coalition internationale plus forte vis-à-vis du pouvoir de Poutine. Donc nous diffuserons, on voulait absolument entendre ton témoignage Jean-Pierre et l'appel de la communauté ukrainienne, et on relaiera les déclarations des organismes internationaux qui rassemblent les consuls honoraires. Pardon, je vais y arriver. Il y a des messages de solidarité qui sont en train de tomber sur le chat. Ce que je souhaite maintenant, il est juste 20 heures. Je voulais peut-être laisser le mot de la fin à Philippe de Surmain, et puis ensuite je conclurai. Philippe? Pierre Pasternak a très bien posé la gravité du problème, mais je dirais même pas du problème, mais du drame qui nous concerne tous. Et j'avoue que je n'ai pas de réponse immédiate à donner aux questions qu'il a posées, mais déjà que l'Europe se resserre les rangs, c'est déjà plus qu'un résultat. Mais comment arrêter ce drame, malheureusement, c'est difficile de répondre, effectivement, surtout quand on se demande si celui qui menace d'une répression nucléaire ne serait pas en mesure d'appuyer sur le bouton. Beaucoup dépendra finalement autour de lui, de ceux qui, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir leur mine patibulaire, qui ne signifie pas forcément grande approbation, s'ils sont en mesure d'arrêter cette dérive catastrophique pour tout le monde. Philippe, si vous permettez, vous savez très bien que Poutine seul ne peut pas appuyer sur le bouton. Dans tout pays, dans chaque pays, il y a un protocole bien strict et lui seul ne pourra rien faire. Bien sûr, mais dans son environnement, dans sa garde rapprochée sur laquelle beaucoup s'interrogent, qui doivent eux-mêmes se sentir menacés parce que pour eux aussi, ils risquent de sombrer avec Poutine. Mais j'avoue que je n'ai pas de réponse à donner parce que dans un pays qui est devenu aussi opaque, les analyses sont difficiles à faire. Et ce que je constate, c'est que souvent les plus intéressantes sont faites d'intellectuels russes. Mais quelle est leur influence? Ça, c'est une autre affaire. Mais je pense que le panier de la ménagère
va peser lourd dans la suite dans l'élaboration de la politique russe. Il y a Michael Grossman qui insiste sur le fait, et je le partage vraiment, qu'il faut que Gerasimov et Shogoi appuient. Mais ce sont des amis de Poutine. Bon, on a à la fois des chefs de guerre, mais on a à travers Gerasimov aussi le théoricien de la guerre hybride et quelqu'un qui a une vision très large. On pourrait continuer des heures. Je pense que c'était important dans ce moment qui est compliqué, où il y a encore beaucoup de questions, de pouvoir échanger ces questions, échanger sur les menaces. Et on a fait à la fois un tour des cibles potentielles, malheureusement, la Moldavie, la Géorgie, la Transnistrie, Gotland, Kaliningrad et le Cap de Souvalki. Mais on a aussi dresser des pistes et montrer des espoirs de recomposition de cette politique internationale avec une Europe qui est une Europe forte, avec une Ukraine qui est une Ukraine qui est des Ukrainiens qui sont remarquables et qui se battent pour la démocratie et qui se battent aussi pour nous, et je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Et puis un OTAN qui se réveille peut-être d'une mort cérébrale. Donc même si on sent les menaces très nombreuses, je crois qu'on a pu aussi dresser quelques pistes. On ne répondra à pas beaucoup de questions ce soir, mais l'intérêt, c'était de pouvoir ensemble partager sur ces événements. Je voudrais remercier tous les participants à cette réunion, vous remercier pour vos questions et vous remercier Bertrand et je voudrais remercier Bertrand pour la partie animation technique, remercier Jean-Pierre Pasternak pour son témoignage, remercier Philippe de Surmain pour ses analyses et pour son partage. Vous invitez, nous vous communiquerons très vite la date de la prochaine visio de l'UCHF. On avait lancé ce système pendant le Covid, on va le poursuivre parce que ça permet à beaucoup d'entre vous, nous étions 65 ce soir au pic sur 100 inscrits, c'est la moyenne. C'est un moyen pour ceux qui sont un peu loin de pouvoir partager avec les autres ces échanges. Encore merci à tous. Et puis, le sujet n'est pas clos et je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Et on termine par un message de solidarité vers les Ukrainiens de l'ensemble des consuls honoraires. Bonne soirée à tous. Encore merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Voilà, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Marie. Au revoir tout le monde. Au revoir.